Mes chères auditrices et mes chers auditeurs, bien le bonjour. J'ai la chance aujourd'hui de recevoir deux invités exceptionnels qui vont parler d'un livre qu'ils ont écrit en commun. Le premier, vous l'aurez reconnu par l'accroche, c'est Benjamin Briot, alias Nota Bene. Bonjour Benjamin. Bonjour, merci pour l'invite. Je t'en prie. Donc tu es le créateur et présentateur de la chaîne historique Nota Bene et tu viens de fêter les 8 ans d'existence de la chaîne là. Et ouais, 8 ans déjà, le temps passe vraiment comme un éclair. Et Stéphane Genet ensuite. Bonjour Stéphane. Bonjour. Donc Stéphane, toi tu es agrégé et docteur en histoire, professeur en lycée, et tu es aussi un confrère podcasteur, puisque tu animes le podcast Taki en histoire. C'est ça, exactement. L'idée de ton podcast, c'est de prendre des sujets historiques dont le point commun est d'être dans les programmes scolaires, c'est ça? C'est ça, c'est garanti 100% enseigné dans les programmes scolaires. Donc en fait, c'est pour tout le monde, hein. C'est à la fois pour des élèves qui auraient besoin de réviser, des professeurs qui veulent l'utiliser en classe, mais aussi des gens qui ont envie de se tenir au courant un peu de ce qui se fait dans les programmes scolaires et plus largement tout le monde qui a envie de se remettre un petit peu les connaissances au goût du jour. Alors vous venez de publier un livre qui s'appelle Mais c'est un complot, conspiration, intrigue et coups fourrés dans l'histoire, aux éditions Talendier. C'est quoi le principe du livre ? Alors l'idée, c'était de prendre le complot comme une sorte de clé d'entrée pour aborder différentes périodes, différents espaces, et de voir comment finalement, derrière l'idée du complot, on pouvait avoir des histoires beaucoup plus riches que simplement la volonté de montrer une conspiration ou disons le goût pour tout ce qui va être secret. Enfin, c'est un prétexte pour aborder différentes périodes et différentes époques. Ouais, c'est vraiment un prétexte total, c'est-à-dire que moi j'avais fait ça dans mon premier bouquin, Les pires batailles de l'histoire, où pareil, il y avait tout un échantillon de batailles qui allait de l'Antiquité jusqu'à nos jours, et là ce qu'on s'est dit avec Stéphane, c'est qu'on voulait faire la même chose, prendre un autre prétexte, celui des complots, mais toujours en essayant de couvrir à la fois une large période temporelle, mais aussi une géographie un peu plus mondiale, pas de l'histoire que franco-française. Alors on retrouve beaucoup de complots en France, et puis aux États-Unis aussi, parce que quand même ils sont très forts là-dedans. Mais on a essayé d'aller un petit peu partout, quoi. Oui, il y a 25 épisodes, donc 25 chapitres, et ça balaye toutes les périodes historiques, donc ça va de l'Antiquité égyptienne jusqu'à maintenant, jusqu'au XXIe siècle. La question la plus difficile, Benjamin, c'est quoi un bon complot ? Ouais, ça c'est hyper compliqué parce qu'un bon complot, c'est celui qui a priori réussit, mais comment est-ce qu'on réussit un bon complot? Pour moi, il y a énormément de parts de hasard en fait et de chance, parce que ce qu'on voit aussi dans le bouquin, ce qu'on essaie de montrer, c'est que la plupart des plans peuvent être bien ficelés, mais il y a toujours un petit couac à un moment donné, quelque chose qui va pas fonctionner comme on l'espérait, et finalement tout ça tient à pas grand-chose, quoi. Et aussi un complot, on peut réussir le complot, mais la difficulté, c'est qu'il y a l'après-complot. Et Eh ouais. parfois, on réussit le complot, mais l'après-complot est complètement raté. C'est l'action principale qui souvent est d'assassiner un personnage. Souvent, elle réussit, mais il y a un retour de bâton en fait, hein. Oui, on n'a pas toujours, c'est pas toujours prévu. La suite n'est pas toujours prévue, et quand elle est prévue, elle n'arrive pas forcément selon les prévisions. La plupart des complots que vous dites, donc finalement, ne réussissent pas soit immédiatement, soit après. Qu'est-ce qui fait que ça marche pas? C'est parce que il y a trop de monde qui est au courant et donc du coup le secret est éventé? Ou est-ce que c'est trop complexe à planifier? Bah, il y a énormément de choses qui font que ça peut déraper à un moment donné. Ça peut être une mauvaise tactique, une mauvaise planification. Ça peut être quelqu'un qui est saisi de remords et qui va trahir. On en reparlera peut-être tout à l'heure, mais sur la conjuration d'Amboise, par exemple, il y a un moment donné où quelqu'un se sent un petit peu coupable et va balancer toutes les informations, quoi. Donc ça peut vraiment tenir à peu de choses. Et il est évident aussi que ce qu'on voulait montrer dans ce livre, c'est que la dimension du complot, c'est souvent une dimension qui est assez, je vais pas dire intimiste, mais en tout cas, c'est pas des complots à l'échelle mondiale, parce que plus il y a de gens qui sont impliqués, plus ça devient compliqué de garder un secret. Et ça, c'est vraiment un truc qu'on voulait faire passer, parce que la volonté derrière ce bouquin aussi, c'est évidemment découvrir l'histoire et se divertir, parce que on est là pour ça, mais c'était aussi de faire écho à ce qui est le complot aujourd'hui, ou de comment est envisagé le complot aujourd'hui. Pouvoir analyser ces complots, ces conjurations, ces conspirations dans l'histoire, c'est se dire, ah, ok, c'est pas
pas si facile que ça. Peut-être que aujourd'hui tout ce qu'on qualifie de complot, peut-être que ça en est pas vraiment, ou peut-être qu'il y en a effectivement, ça peut en être, mais c'est pas l'image romantique entre guillemets que j'avais du complot. Quand on voit aujourd'hui tout ce qui tourne autour du nouvel ordre mondial, ce genre de choses, c'est des choses qui peuvent faire un petit peu peur, et on a beaucoup de gens qui croient en fait d'une certaine manière, ou qui sont séduits par ces thèses-là, de se dire mais en fait toutes les élites du monde sont connectées et savent et nous manipulent. Et bon, quand tu te poses un petit peu 2 secondes et que tu regardes l'histoire, tu te dis bon, c'est très peu plausible quand même qu'ils arrivent à tous se coordonner pour faire un truc qui fonctionne, quoi. Surtout que, effectivement, par rapport aux exemples qu'on a pu trouver, enfin, l'échantillon, il vaut ce qu'il vaut, hein, mais sur les 25 cas qu'on analyse, c'est quand même très souvent foireux leur histoire, quoi. C'est-à-dire que ça aboutit pas, ou c'est très compliqué, ou quand ça aboutit, c'est la suite qui fonctionne pas. Enfin, c'est rarement réussi. Donc, on se dit, mais déjà à l'échelle, parfois, c'est pas une échelle énorme hein, de ce complot, ils n'arrivent pas à mettre ça en place. Alors, on imagine l'histoire d'un groupuscule secret qui dominerait le monde. Enfin, vraiment, ça paraît d'autant peu plausible, en fait. J'étais en train de réfléchir à la différence entre complot et théorie du complot, parce que dans le livre, donc il y a des complots, il y a aussi des théories du complot, complotisme, conspirationnisme, et j'étais en train de réfléchir aux différences entre les deux. Et Benjamin, tu as peut-être donné la réponse sur le fait que la théorie du complot, c'est plutôt mondial, élargi, alors qu'un complot, tu l'as dit, c'est local. Je suis pas sûr de ça, même sur la définition actuelle du truc. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a voulu, à travers ce livre, montrer une dimension très plurielle de ce qu'aujourd'hui on regroupe sous l'appellation complot. Évidemment, c'est beaucoup plus subtil que ça. On voulait montrer les théories du complot, donc des complots qui ne sont pas avérés, qui sont imaginés pour justifier une action. En fait, ça a été le cas, donc par exemple autour des Templiers, ça a été le cas aussi autour de la peste. À un moment, on en parle. Ça a été le cas à travers les protocoles des sages de Sion. On y a consacré tout un chapitre aussi, où là, c'est vraiment la théorie du complot par excellence. Ce qu'on voulait montrer, c'est les différents mécanismes qui agitent ces constructions-là, que ce soit des constructions vraiment imaginaires pour justifier une action, ou des constructions bien réel, comme on a pu le mettre souvent en lumière dans le bouquin. Tu l'as dit, les théories du complot, on associe ça plutôt à l'époque contemporaine, à Internet, la culture populaire, mais c'est quelque chose qui a déjà existé. Tu as donné l'exemple des origines de la Grande Peste. Et puis le dernier en date, alors lui pour le coup est contemporain, c'est le dernier chapitre du livre, c'est le 11 septembre. Et moi j'ai beaucoup aimé le sous-titre, c'est Les 2 tours, la communauté du complot et le retour en Irak, pour les fans du Seigneur des Anneaux. C'est à Stéphane qu'on doit ce sous-titre-là. C'est un petit clin d'œil. C'est un petit clin d'œil, effectivement. C'est les 2 tours qui m'y ont emmené à l'idée. Non, en fait, effectivement, sur les théories du complot, ce qu'on a essayé de faire aussi dans le livre, c'est d'aborder les exemples historiques qui permettent de restituer justement la théorie du complot. Philippe le Bel, quand il veut s'attaquer aux Templiers, il va construire de toutes pièces des témoignages, des preuves. Il va essayer de faire courir toutes sortes de rumeurs, et à ce titre, ça va être un des premier producteur d'un Fox, hein, pourrait-on dire, dans l'objectif de faire croire justement à un complot et de l'utiliser politiquement. Le protocole des sages de Sion, c'est pareil, effectivement, c'est de la construction pure. Hein. Quant au 11 septembre, là, on touche à la théorie du complot, je dirais plus contemporaine. On n'est plus à l'époque de l'abbé Baruel qui expliquait la Révolution française comme une sorte de complot franc-maçon. Là, on est vraiment avec le 11 septembre, en plus utilisation d'Internet et des réseaux sociaux, dans l'idée que forcément, il y a des explications qui ne sont pas les explications qu'on va nous donner. Et ce qu'on a essayé de montrer dans le chapitre, c'est qu'il y a des parts de responsabilité indéniables des services secrets et des États-Unis plus largement, qu'on sous-estimait une menace, mais que ce qui allait arriver avait été décelé quand même par d'autres puissances et d'autres services secrets, en fait. Donc c'est malheureusement plus de la négligence, peut-être un peu d'incompétence, que réellement des théories du complot. Moi, ça me rappelle toujours la phrase de Rocard sur... J'allais le dire. Voilà, qui disait il fallait bien que quelqu'un la sorte. L'hypothèse de la connerie à celle du complot. La connerie est courante, le complot demande un esprit rare. C'est ça. Oui, et puis alors moi j'ai lu des choses aussi là récemment sur la théorie du complot qui disaient qu'elles étaient un peu contre-productives parce que
c'est toujours une minorité de personnes qui croient à la théorie du complot. Et donc, paradoxalement, ça renforce les personnes ou les institutions qu'elles sont censées accuser. Par exemple, si vous prenez des complotistes, si on veut les appeler comme ça, qui accusent Big Pharma d'avoir créé le Covid, la plupart des gens qui sont raisonnables, rationnels, et finalement vont réagir de manière un peu paradoxale et dire non, ils disent n'importe quoi, et en réalité, le Big Pharma, c'est bien. Ah, moi, j'aimerais bien avoir tes articles pour le coup, parce que c'est vrai que c'est des choses qui me font, moi, qui me touchent aussi un peu personnellement, parce que mon métier, tu vois, c'est d'être sur les réseaux sociaux, et c'est vraiment là que s'exprime la crème Oui. du complotisme, si tu veux. Et pour moi, l'écume. YouTube, YouTube, qui est la plateforme qui me fait vivre, hein, pour moi, vraiment un rôle majeur dans le développement du complotisme dans le monde, quoi, tu vois. Et on voit quand même que Thomas Pesquet est obligé de faire un tweet pour rappeler que l'homme est bien allé sur la Lune, quand même, hein. Sidérant, quoi. C'est vrai qu'il y a l'effet de bulle après où tu vois, on se dit peut-être qu'on donne trop d'importance à ça, alors que finalement, effectivement, comme dit Hassan, c'est pas c'est qu'un petit fourmillement, quoi, c'est pas grand-chose. Mais bon, même moi, dans des proches ou dans des gens que je peux côtoyer, je vois certaines thèses qui s'infiltrent un peu comme ça, et c'est compliqué, hein. Et ça me fait penser à ce qu'on dit sur le protocole des sages de Sion, justement, parce que finalement, au bout d'un moment, on voit bien dans l'histoire quand même sidérante de ce livre, qu'au bout d'un moment, on n'a même plus besoin de prouver que ce qui est dit est vrai. En fait, on part du principe que il dit des choses qui, de toute façon, pourraient arriver, rien que le fait de les dire, c'est en soi intéressant, en fait. J'avais eu l'occasion récemment de recevoir Pierre-Yves Beaurepaire, qui avait écrit un livre sur les Illuminati qui est sorti au début de l'été. Donc forcément, les Illuminati historiques n'ont rien à voir avec la théorie actuelle. En fait, la théorie du complot, elle s'autonomise, elle s'adapte à son époque. En fait, elle échappe un peu à ses créateurs. Ce que je vous propose, c'est de prendre 2 exemples du livre. Alors, tirés au hasard parmi les 25, il se trouve que ça se passe à peu près à la même période, 15e siècle et 16e siècle. Le premier qu'on souhaitait raconter, c'était la conjuration des Pazzi. Stéphane, donc c'est toi qui décide de t'y coller. On est en Florence, en Italie, en 1478. Qu'est-ce qui se passe en ville ? Alors en fait, dans la cité de Florence, officiellement une république, dans les faits c'est une oligarchie marchande, et à la tête de cette oligarchie on a une famille, donc les Médicis. Les Médicis qui ont réussi au fur et à mesure du temps à placer un certain nombre d'hommes à eux dans toutes les instances de pouvoir, et donc ils contrôlent directement et indirectement la cité. Et alors effectivement ça déplaît un certain nombre de familles puissantes, dont les Pazzi, qui voient dans les Médicis des parvenus, des familles qui sont pas forcément, qui n'ont pas le même lustre qu'eux. Et les Pazzi décident de restaurer la République florentine à leur profit, évidemment. Et pour cela, ils ont une idée qui est de se débarrasser des Médicis. Et quand je dis se débarrasser, c'est au sens propre, hein, puisque leur objectif, c'est de supprimer les 2 frères, Julien et Laurent, de Médicis. Et donc, on a tout un projet qui est mis en place de façon à se débarrasser d'eux. Et alors, on a des alliés, et le pape, notamment, qui, à l'époque, ça lui pose aucun problème moral de rejoindre un complot visant à assassiner des gens, et même l'archevêque de Pise, qui va rejoindre tout ce complot. Donc, on a des motifs de vengeance, on a de la jalousie, on a des alliés, et donc, l'idée, ça va être de frapper les Médicis. Et alors, ce qui est intéressant, comme souvent, c'est que la première tentative échoue. C'est-à-dire que c'est lors d'un banquet, il y a un grand banquet qui est organisé en faveur du neveu du pape, hein, qui vient d'être cardinal. Et l'idée, c'était, alors c'est très florentin, hein, comme idée, c'était d'empoisonner les Médicis, mais le problème, c'est que l'un des 2 frères, Julien, est blessé, et donc il ne peut pas venir. Il s'est blessé lors d'une partie de chasse, il peut pas venir. Bon, c'est raté, donc on remet le complot le lendemain. Mais alors le lendemain, alors là, ça va être très solennel, parce que là, ça va être le but, ça va être de les tuer dans la cathédrale. Et donc on a invité tout le monde, tous ceux qui étaient présents au banquet de la veille, de tuer quand même dans une cathédrale, c'est un peu compliqué. Alors on a recruté un condottiere, c'était un chef de guerre, et l'idée c'est qu'il doit poignarder Julien et Laurent, sauf qu'il a un cas de conscience. Faire ça quand même dans une cathédrale, bon. Donc il refuse de le faire. Alors on est obligé d'embaucher de nouveaux assassins, des prêtres, mais qui sont pas très doués pour l'assassinat. Et donc ça va avoir, ils ont pas d'expérience, hein, et donc ça va avoir des conséquences pour la suite. On imagine la scène quand même, il y a tout le monde qui est là, c'est solennel, il y a toutes les familles, les Médicis sont en communion au premier rang, et là il y a les conjurés qui sortent, qui prennent leurs dagues et qui commencent à frapper Julien et Laurent. Alors Julien va mourir très vite, hein, il va recevoir quand même une vingtaine de coups
coups de couteau. Et Laurent, lui, en revanche, il va être protégé, il va réussir à s'échapper, il va être protégé par un ami qui se fait tuer pour assurer sa fuite. Finalement, il arrive à s'enfermer dans une pièce et à s'échapper. Ce qui est intéressant avec ce complot, c'est que globalement, les Pazzi se trompent totalement sur le soutien populaire. C'est-à-dire qu'ils imaginent qu'ils vont être acclamés, qu'ils vont être soutenus par la population. D'ailleurs, il y a leurs partisans vont dans les rues en criant « liberté, liberté ». Et en fait, c'est le contraire total qui se passe. Les gens sont outrés qu'on ait osé s'en prendre aux Médicis, qui était très populaire, dans une cathédrale. En plus, le lieu est choquant. Et ça s'inverse totalement. Très rapidement, la vengeance se tourne contre les Pazzi. Le Gonfalonier, qui est le responsable de la République de Florence, renverse la situation, fait arrêter les Pazzi, les fait pendre aux fenêtres de l'édifice. Il y a quand même l'archevêque de la ville qui est pendu. Tous les Pazzi et partisans des Pazzi sont traqués dans les rues, tués par tous les moyens possibles. Quand même 70 cadavres. Par la suite, la famille Pazzi, alors on détruit les blasons, on attaque leur palais, et on va ensuite traquer tous les Pazzi qui sont liés de près ou de loin au complot. Par exemple, le chef de famille, Jacopo de Pazzi, lui, on va le récupérer dans les montagnes des Apennins, on le ramène de force à Florence, on va le pendre. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que la vengeance continue post-mortem. C'est-à-dire qu'on va le déterrer, alors qu'il avait été mis dans le caveau de famille, en cachette. On le déterre, va l'enterrer loin des murailles de la ville, mais ça suffit pas. On l'exhume à nouveau et on va promener ses restes dans toute la ville avant de jeter le cadavre dans l'Arno. Finalement, voilà, une répression absolument terrible qui tombe sur les Pazzi. Le pape cherche à se venger, déclenche une guerre contre Florence, essentiellement parce qu'on a tué l'archevêque. Et la ville est frappée d'interdits, donc on peut plus décerner les sacrements. Et Laurent de Médicis, qui est le seul à avoir survécu finalement à cette tentative d'assassinat, cherche par tous les moyens à résister, et il va assez habilement, par des moyens diplomatiques et un peu d'argent aussi, réussir à arrêter cette guerre et finalement à sauver la situation. Et alors, ce qui est intéressant de cette conjuration des Pazzi, c'est que finalement, un peu comme souvent, le complot, il a réussi partiellement. Il y a un des deux Médicis qui est mort, mais celui qui a survécu, finalement, devient encore plus puissant à la fin de ce complot. Il devient Laurent le Magnifique, il va imposer donc son pouvoir sur Florence. Et ceux qui étaient à la base du complot, c'est-à-dire les Pazzi, eux, en revanche, ils ont subi une répression terrible, leur nom est détesté, et il va falloir attendre que les Médicis soient chassés de Florence à l'époque du moine Savonarole pour qu'ils aient le droit de revenir. C'est un bon exemple de complot à demi réussi, à demi raté. Question pour Benjamin. On imagine bien la scène avec un lieu fermé, une famille de nobles qui est assassinée à coups de couteau. Ça te rappelle quoi, Benjamin ? Alors moi, ça me rappelle Game of Thrones, évidemment, parce que Exactement. Bravo. c'est les noces pourpres, évidemment, qui est absolument horrible. Moi, en plus, c'est une scène qui m'avait particulièrement choqué à l'époque, parce que ma femme était enceinte au moment où on regardait le truc, donc je te laisse imaginer un peu l'état dans lequel on était. Elle a fait une projection. On a fait une projection. Ouais. Donc ouais, c'était la saison 3 de l'épisode 9. Donc pour ceux qui connaissent, c'était Robb Stark, sa femme et puis la mère, donc Catelyn Stark, qui sont égorgés en fait pendant cette réception-là. Et dans la culture populaire, cette scène de la conjuration des Pazzi a été reprise aussi dans la série Les Médicis, Maîtres de Florence. Et vous savez le point commun entre les deux ? Il est très ténu, Non. Eh ben, en fait, c'est l'acteur Sean Bean. Sean Bean qui joue Jacopo de Pazzi dans la série Les Médicis, et c'est lui qui joue Ned Stark dans Game of Thrones. C'est rigolo ça. C'est un petit clin d'œil. Est-ce qu'il meurt là-bas du coup Ben oui, il meurt. Et alors, parce que du coup, j'ai regardé sur Wikipédia, Sean Bean, il est mort 25 fois à l'écran. Oui, c'est ça. Il est très fort pour faire l'homme qui meurt. Et c'est lui, par exemple, on a parlé tout à l'heure du Seigneur des Anneaux, qui joue Boromir. Qui est le seul type de la communauté de l'anneau à mourir. Ouais, on peut le voir mourir dans GoldenEye aussi. Ah oui. Voilà, si on veut un type qui sait bien faire le mort, il devrait faire appel à Marion Cotillard alors. Ouais. Alors, le deuxième exemple qu'on voulait aborder, c'est la conjuration d'Amboise. Donc, c'est un petit peu après, en 1560, cette fois-ci en France, dans la région de Tours. Benjamin, tu veux t'y coller ?
Oui, oui, je veux bien m'y coller parce qu'en plus, il y a un peu d'affect là-dedans ou un peu de chauvinisme, on va dire, puisque Stéphane et moi, on vient de Tours. J'habite pas très loin d'Amboise, donc voilà, obligé d'en parler, quoi. C'est le régional de l'étape. Bah ouais, c'est évident. Donc là, on est dans un contexte bien particulier qui est celui d'une succession. Alors, la conjuration d'Amboise, pour moi, c'est vraiment, je spoil un peu, mais c'est vraiment le complot, un peu le coup d'épée dans l'eau, quoi. Presque au sens premier du terme, on va le voir. Mais on est sur la mort d'Henri II, hein, qui va décéder tragiquement au cours d'un tournoi de joute. Il se prend une lance dans l'œil. C'est une mort qui est bien connue, qui est assez atroce. Et donc c'est son fils qui va lui succéder sur les trônes, François II, qui n'a que 15 ans et qui a pour mère donc Catherine de Médicis, rien que ça. Et donc François II va se retrouver un petit peu au centre de toutes les attentions, puisque bon, il est jeune, il peut être influençable. Donc on a des familles très puissantes qui commencent à se rapprocher un petit peu de lui pour voilà, tenter d'avoir ses bonnes grâces, l'influencer un petit peu et aller dans le sens qu'ils veulent. Et on est vraiment dans une période où on est dans le développement assez intense quand même du protestantisme qui est rejeté, hein. Il y a des familles catholiques très puissantes, les Guises notamment qui s'opposent aux protestants, et donc on a ces fameux Guises qui va tenter de mettre dans son giron le roi et de prendre l'ascendant dessus pour faire passer ce qu'ils veulent faire passer. Ce qui est intéressant aussi dans ce complot, c'est que si on le regarde d'un œil assez furtif, rapide, on peut l'envisager au départ comme simplement une opposition entre protestants et catholiques. Or, c'est un peu plus complexe que ça. Il y a des protestants, il y a des catholiques, certes, mais il y a aussi beaucoup d'intérêts particuliers, pécuniers. Il y a des gens qui avaient des intérêts qui n'étaient pas religieux, mais qui viennent se greffer sur l'une ou l'autre cause pour essayer de défendre un petit peu leur bout de pain. On est dans un contexte qui est un petit peu compliqué. Henri II avait perdu contre les Habsbourg, les caisses de l'État sont un petit peu vides, il y a plein de gens qui ont perdu des sous. Donc tout ça fait que le contexte est relativement tendu. Le protestantisme se développe de plus en plus en France. On a les princes de sang, donc on va dire le giron du roi, les gens qui sont vraiment dans la ligne de mire de l'héritage, quoi, direct, qui se convertissent aussi au protestantisme, comme le prince de Condé. Et donc tout le monde veut avoir sa part du lion, quoi. Et les Guises, qui prennent quand même une influence considérable sur le jeune roi François II, arrivent à renforcer la répression qui s'exerce sur les protestants, et donc les protestants vont finir par s'organiser pour rendre l'appareil, tout simplement. Il y a une opération de kidnapping qui est confiée à un seigneur qui s'appelle Jean du Barry, qui va réunir des troupes pour aller kidnapper le roi, tout simplement, et pouvoir exercer sur lui une pression, que ce soit psychologique ou physique, on peut l'imaginer, et donc pour faire ce qu'ils veulent. Donc le roi, lui, et son entourage, la cour en général, qui sentait que ça commençait à sentir un peu le sapin, se réfugie au château d'Amboise, qui est vraiment un château. Alors si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller visiter le château royal d'Amboise un jour, il faut y aller parce que c'est vraiment incroyable. Il y a des murailles qui sont absolument énormes. Et ça elles paraissent infranchissables. Et pendant longtemps, ça a été la pouponnière du royaume, parce qu'effectivement, c'est un lieu où on peut se sentir en sécurité. On a cette coalition de protestants qui se dirigent vers Amboise, puisque c'est là qu'est le roi. Bon, ils savent que ça va être compliqué, mais ils y vont quand même, ils ont pas le choix. Et puis cette opération, en fait, vire au fiasco, hein, tout simplement parce que ils se font dénoncer en chemin par une personne qui les a vus et qui se dit oulala, c'est quand même pas très bien ce qui est en train de se passer. Ok, je suis protestant, mais c'est quand même le roi. Donc il va aller dénoncer ces gens qui arrivent sur Amboise. Et puis il faut dire que les gars, ils sont quand même assez nombreux. C'est pas très discret dans la forêt, quoi. Voilà, c'est pas très discret dans la forêt. Si on doit faire des parallèles, tout à l'heure c'était Game of Thrones. Là on peut dire, c'est un peu le plan dans Le Seigneur des Anneaux où tu vois tous les arbres qui bougent dans la forêt de Fangorn, tu vois, où tu te dis, il y a un truc un peu bizarre qui arrive là, tu vois. Les arbres bougent, c'est bizarre. C'est ça, ou comme dans Jurassic Park quand le T-Rex arrive, tu te dis, ah ouais, il est pas très discret, ça arrive, ça sent le pâté. Bon.
bon, quoi qu'il en soit, ils sont repérés et donc tant qu'ils arrivent, bon, il y a toute une série déjà d'arrestations qui est lancée sur les gens qui de près ou de loin sont soupçonnés d'appartenir à ce complot, à cette coalition qui se rapproche d'Amboise, voilà. Et puis il y a un combat qui est engagé contre ces troupes qui arrivent et bon, ils se font rétamer. Et la répression est terrible puisque ces arrestations, elles peuvent pas rester sans une symbolique forte. Donc on décide de procéder à des exécutions, des protestants qui sont massacrés donc au pied du château. Mais là aussi, un peu comme dans les Pazzi, hein, il y a des pendus aux balustrades, au balcon. Il y a d'ailleurs un balcon qu'on appelle le balcon des pendus, hein, qui est bien connu au château d'Amboise. Et donc on expose tous ces corps-là. Il y a des gens qui sont décapités, on plante leur tête sur des pics. Bref, on veut faire l'exemple. Et d'ailleurs, il y a tellement de gens qui sont impliqués que on parle de 1500 victimes. Hein, carrément, on les prend et puis on les jette directement à la Loire pour que ça aille plus vite, quoi. On est là face à une répression extrêmement féroce de ce complot qui échoue à kidnapper le roi et finalement le résultat de tout ça, c'est pas grand chose parce que on soupçonne un petit peu derrière le duc de Condé mais on n'a pas vraiment de preuves. Alors les Guises, les catholiques vont faire pression pour l'enfermer et ils vont réussir à le faire enfermer, mais quand finalement Charles IX va arriver au pouvoir, eh bien on a ce prince de Condé qui va pouvoir ressortir et qui va pouvoir de nouveau comploter. Bref, on se retrouve dans une situation qui finalement, je sais pas ce que t'en dis Stéphane, mais ça n'a pas beaucoup bougé, quoi. Non, et en plus, d'autant plus que Catherine de Médicis était partie sur, elle voulait développer une politique de tolérance vis-à-vis des protestants, et la politique de tolérance continue en fait. Donc ça n'a pas tellement changé sa volonté, mais c'est un exemple de complot effectivement raté. Ouais. Après, ce qui est intéressant de ce complot, c'est que c'était pour le bien du royaume. Effectivement, il voulait. L'idée, c'est on va enlever le roi, mais c'est pour le bien du royaume. Alors, ce qui est ballot, c'est qu'il suffisait peut-être d'attendre un peu, parce que ça se passe au mois de mars, et François II, il meurt au mois de décembre. Hein. Oui. Ah bah oui. Ouais, c'est comme ça. S'il l'avait su, il aurait peut-être fait autrement. C'est comme la conspiration de Saint-Marc. Hein. Elle est arrivée un peu tôt. Ils auraient mieux fait d'attendre la mort naturelle de Richelieu. On disait que les complots souvent ne réussissent pas, et puis en gros quand on se base sur un peu plus long terme, et finalement ça change pas forcément le cours de l'histoire. Là c'est vrai que donc lui il meurt au mois de décembre, Catherine de Médicis devient régente, elle essaie d'opter comme ça pour une politique de réconciliation, mais ça n'empêche pas les guerres de religion qui débutent 2 ans après, quoi. Oui, c'est l'intérêt en plus de ce complot, de cette conjuration d'Amboise, le tumulte d'Amboise, comme on disait à l'époque. L'intérêt, c'est que ça annonce quand même tout ce qui va suivre, quoi. C'est-à-dire, on sent bien, on en est encore qu'aux étapes, qu'aux coups de main, qu'aux conspirations, mais on sent bien ce qui est en germe là, c'est les guerres de religion avec toutes les horreurs qui vont arriver par la suite, quoi. Alors ça, c'est 2 exemples parmi d'autres. Donc je l'ai dit au début, il y en a 25 au total. Vous prévoyez de faire un tome 2 ? Alors, parce que si oui, moi j'ai une petite demande. Si vous faites un tome 2, parlez de l'assassinat de Kennedy, parce que ça m'intéresse. Ah ouais. C'est compliqué l'assassinat de Kennedy parce que voilà, le problème de l'assassinat de Kennedy, c'est que en matière de faits historiques, on peut rétablir les faits, mais je suis pas sûr qu'on arrivera à être suffisamment convaincant pour les gens qui adhèrent à toutes les théories du complot autour de cet assassinat, quoi. Ah là, oui, c'est carrément le bouquin là qui tourne autour. En fait, je me demande moi si le meilleur des complots, celui qui réussit, c'est celui dont on n'entend jamais parler, quoi, qui n'est jamais découvert. Mais il y a des complots qui réussissent et dont on entend parler en fait. Par exemple, on a fait un chapitre sur l'impératrice Irène de Byzance. Dans l'Empire byzantin, il y a plein de complots qui réussissent et dont on parle après, puisque à Byzance, on est persuadé que la personne qui devient empereur, même si c'est sur un coup d'État, même si c'est sur un assassinat, c'est que c'est Dieu qui l'a voulu. Et donc forcément, après, quand on va raconter son histoire, on va raconter son mode d'accession au pouvoir, et ça peut être effectivement un complot absolument sordide qui a réussi et qui lui a permis de devenir empereur. Donc on le sait en fait. Je suis pas certain qu'il existe tant que ça des complots dont on ignore réellement l'existence. Il y en a forcément, mais bon, à des degrés d'importance comme cela, je suis pas certain qu'ils soient passés complètement à travers les radars historiques. En tout cas, dans le livre, on parle de complot, mais vous l'avez dit, c'est le prétexte à parcourir l'histoire. C'est écrit avec l'humour, le talent de conteur et de vulgarisateur qui vous caractérise, mais aussi toute la rigueur historique nécessaire. Merci beaucoup, Benjamin et Stéphane.
Merci. Merci à toi pour l'invitation. Je t'en prie d'avoir accepté l'invitation. Donc, je rappelle le titre du livre, Mais c'est un complot, conspiration, intrigue et coup fourré dans l'histoire. C'est aux éditions Talendier, déjà disponible en librairie et sur Internet, donc précipitez-vous dessus. Quant à moi, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et je vous donne rendez-vous pour un prochain. À très bientôt.